La salle sentait l'acier poli et l'air recyclé, une perfection artificielle qui ne plaisait guère à l'amiral Grant Mercer. Il se tenait seul, les bras croisés, les bottes plantées au centre de l'estrade de la délégation humaine. Dans la vaste salle du Conseil galactique, des dizaines d'espèces extraterrestres étaient assises sur des gradins translucides. Dans le hall, des dizaines d'espèces extraterrestres étaient assises sur des gradins translucides. Insectoïdes, reptiliens, oiseaux, entités à base de silicium pulsant, d'étranges lumières intérieures. Ensemble, ils formaient ce qu'on appelait le Conseil galactique unifié, le prétendu sommet de la diplomatie et de la civilisation dans la galaxie connue. Pour Mercer, c'était un cirque. Au centre de la salle, le président du conseil, un céphalopode imposant dont les yeux immenses clignaient de malaise, résonnait dans les traducteurs. Estimé délégué du système solaire, nous implorons l'humanité de reconsidérer sa position. Le Conseil offre la paix, le commerce et la sécurité. Mercer l'interrompit d'une voix sèche et froide. Sécurité? Vous voulez dire soumission? Un concert de clics, de sifflements et de sons synthétiques éclata dans la salle, une vague d'indignation à peine contenue. Les autres délégués humains échangèrent un regard, mal à l'aise, mais Mercer resta impassible. Il avait enterré trop de camarades pour se soucier encore de l'opinion de ces bureaucrates extraterrestres. Le Conseil avait convoqué cette session d'urgence après des mois de négociations secrètes infructueuses. L'humanité, fraîchement sortie de sa victoire brutale lors de la campagne Proxima, avait refusé toute demande d'intégration de ces flottes à la prétendue force de paix du Conseil. Les extraterrestres s'attendaient à une acceptation. Au lieu de cela, la Terre avait rappelé ses ambassadeurs, fortifié ses frontières et triplé sa production militaire. Maintenant, ils étaient au bord de la défiance ouverte. La voix du porte-parole résonna à nouveau. Amiral Mercer, la galaxie ne peut tolérer l'agression humaine. Déjà, les mondes tremblent face au mouvement de votre flotte. Devons-nous sombrer dans le chaos? Mercer s'autorisa un sourire glacial. Le chaos a commencé lorsque vos flottes ont bombardé des colonies humaines non alignées, invoquant qu'une opération de maintien de la paix préventive. Nous avions autrefois offert notre amitié. Vous avez répondu par des blocus et des sanctions. Une nouvelle vague de bruits extraterrestres, tantôt furieux, tantôt craintifs, a éclaté. À l'autre bout du monde, l'ambassadeur reptilien Calife s'est levé brusquement, son visage écailleux déformé par la colère. Les humains sont une espèce rebelle, imprévisible et violente. Nous avons prévenu le Conseil. Les yeux de Mercer se plissèrent. Vous les aviez avertis après que vos mercenaires eurent massacré des mineurs sur les lunes de Titan, après avoir saisi nos vaisseaux marchands dans l'espace du Conseil. La tension monta dans la salle. La vérité pesait lourd, indéniable. Le Conseil avait longtemps considéré l'humanité comme un outil utile, mais primitif, idéal pour l'exploration, sacrifiable en cas de conflit. Mais l'humanité avait changé, endurcie par les guerres, unie d'une manière qu'aucune espèce extraterrestre ne comprenait vraiment, et pire encore, elle était devenue puissante. D'un souffle mesuré, Mercer reprit la parole, ses mots résonnant dans la salle.
La Terre ne sera plus liée par des traités que nous n'avons pas participé à la création. Nous ne nous agenouillerons pas devant un conseil qui nous considère comme des pions. À partir de maintenant, l'humanité est indépendante. Tous les envoyés du Conseil quitteront l'espace solaire dans les 72 heures. Silence, puis panique. Un flot de voix se chevauchant, des cris stridents, des gazouillis, des protestations métalliques. Les systèmes de traduction peinaient à suivre. Certains délégués sont partis en trombe. D'autres ont envoyé des messages affolés à leur gouvernement. L'illusion d'ordre du Conseil était brisée. Les tentacules du porte-parole se tordirent. Amiral, c'est de la folie. Vous allez plonger la galaxie dans la guerre. Le regard de Mercer était de fer. Alors préparez-vous à la guerre. Sur ces mots, il tourna les talons. La délégation humaine le suivit sans un mot, ses bottes résonnant dans la salle. Dans le silence stupéfait qui suivit, un fait devint d'une clarté glaçante pour toutes les puissances extraterrestres. L'humanité avait rejeté la diplomatie, et désormais la force la plus imprévisible de la galaxie était libre, sans laisse, sans chaîne et sans peur. Le vol de retour vers Sol se fit en silence. À bord du Valiant, un vaisseau diplomatique de classe Dominion modernisé avec des systèmes de blindage et de furtivité de niveau militaire. L'amiral Grant Mercer se tenait seul sur le pont d'observation. De vastes champs d'étoiles filaient devant le hublot transpariste renforcé. Derrière lui, l'équipage avançait avec une efficacité silencieuse. Ils avaient été briefés avant la séance du Conseil. Ils savaient que ce n'était plus de la diplomatie. C'était le coup d'envoi d'une guerre dont personne ne voulait admettre l'imminence. Le commandant Jacob Rowe s'approcha enfin, un vétéran des campagnes de Proxima et du Centaure, aux épaules larges et au regard dur. « Amiral, dit-il à voix basse, nous avons intercepté plus de 200 transmissions prioritaires provenant des canaux du Conseil. La panique se propage rapidement. Plusieurs flottes se repositionnent près de la bordure extérieure. Mercer serra les dents. Il s'y attendait. Combien de temps avant qu'il ne tente un blocus? Rowe fronça les sourcils. 2 semaines, peut-être moins. Il se dépêche. Incroyable qu'on soit parti. Bien, dit Mercer simplement. Laissons-les se dépêcher. Ils ne nous arrêteront pas. Rowe hocha la tête, mais une lueur d'inquiétude brillait dans ses yeux. Sauf votre respect, monsieur, nous allons affronter une alliance de 27 espèces, dont certaines possèdent des flottes plus anciennes que notre civilisation. Nous ne pouvons pas les combattre toutes de front. Mercer se retourna, le regard glacial d'un soldat résolu. Corsair se retourna, le regard glacial et résolu d'un soldat. Nous ne les combattrons pas de front, commandant. Nous combattons comme des humains, impitoyables, rapides et sans pitié. C'est ce qu'ils craignent. Sur Terre, la réaction fut électrique. Dès que la délégation humaine diffusa son discours de rejet, sans censure, toutes les chaînes de télévision de la planète explosèrent. La foule envahit les rues de toutes les grandes villes. Présentateurs de journaux télévisés, analystes militaires et partisans de la ligne dure dominaient les flux. Pendant des décennies, l'humanité avait été traitée comme des citoyens de seconde zone par l'ordre galactique. Contrainte de marchander des miettes au sein d'un conseil qui la méprisait. Maintenant, cette laisse avait cédé. À Fort Resolution, le poste de commandement militaire souterrain est renforcé sous les Rocheuses.
le président Anton Rorden rencontrait les chefs d'état-major interarmés. Rorden était un vétéran de la guerre, un homme qui avait passé la majeure partie de sa carrière à alerter sur ce jour. Maintenant, il était arrivé, et il était prêt. « Où en sont les flottes ?» demanda-t-il d'un ton sombre. Le maréchal Carter répondit d'une voix ferme. 75% des moyens navals sont en état d'alerte maximale. Les 6e et 9e flottes sont déjà repositionnées sur le réseau de la porte solaire. Le réseau de défense orbitale est entièrement alimenté et testé. Et les colonies, elles se fortifient en ce moment même. Les chantiers martiens ont accéléré leur production. Nous avons commencé à lancer des alertes de combat au secteur civil. Rorden hocha la tête. Le Conseil agira vite, essayant de nous isoler diplomatiquement et économiquement. Ils échoueront. La prochaine étape sera la force. Blocus, attaque de reconnaissance, peut-être même frappe préventive. Nous répondrons par la force. Aucun compromis. Une lueur crue brillait dans tous les yeux autour de la table. Plus personne ne parlait de paix. La ligne avait été franchie. La galaxie elle-même tremblait. Sur les mondes du Conseil, la peur se répandait comme une traînée de poudre. Les humains, cette espèce impétueuse et téméraire venue d'une étoile reculée, avaient plongé l'ordre tout entier dans le chaos en quelques mots de défi. Pire encore, ils avaient les moyens de le faire. Sur Cauldron Prime, l'esprit collectif insectoïde s'est frénétiquement réuni, débattant de l'opportunité de rappeler ces flottes d'éclaireurs dispersées avant qu'elles ne deviennent des cibles humaines. Sur Valoran, le syndicat Saitar, impitoyable, envisageait d'ouvrir ses arsenaux au marché noir pour se préparer à ce qu'il considérait comme un inévitable profit de guerre. Même au sein du puissant domaine Talrine, dont les flottes de guerre étaient depuis longtemps considérées comme invincibles, la panique s'empara du conseil dirigeant. « Les humains sont fous », disait un certain. « Ils mèneront leur propre ruine. » Mais d'autres percevaient là la vérité plus profonde. Les humains ne nous craignent plus, ce qui fait d'eux l'espèce la plus dangereuse au monde. Dans les sombres couloirs de la direction du renseignement galactique, le directeur Varick, un être ancien et calculateur dont l'espèce avait manipulé les empires pendant des millénaires, observait les flux dans un silence de plomb. L'humanité n'était plus prévisible, plus maîtrisable. Et pire encore, elle avait des alliés. Les agents de Varick signalaient des tendances inquiétantes. Certaines espèces du système extérieur sympathisaient avec les humains. Le marché noir des armes alimentait les colonies terriennes et des membres du Conseil rebelle déplaçaient discrètement des actifs pour éviter d'être pris entre deux feux. L'unité du Conseil galactique se fracturait, et rapidement. « C'est inadmissible », siffla Varick à ses assistants. « Commencez à activer des ressources dans l'espace humain, déstabilisez-les, sabotez leurs industries. Si nous ne parvenons pas à les forcer à se soumettre, nous les détruirons de l'intérieur. » Mais sur Terre, de telles tactiques s'étaient déjà anticipées. L'amiral Mercer se tenait devant le Conseil de défense, la voix calme mais tranchante. Ils tenteront d'abord la subversion, les assassinats, les sabotages et les opérations sous fausse bannière. Nous répondrons promptement. Les services de renseignement et de contre-espionnage doivent opérer selon les protocoles du temps de guerre, sans ménagement. Partout sur la planète, des agents dormants ont été identifiés, arrêtés ou éliminés quelques heures après leur activation.
le moral des civils, loin de faiblir, n'a fait que se détériorer. Sur les mégastations industrielles de Mars, les ouvriers peignaient l'inscription « Plus jamais ça » sur les coques massives des nouveaux cuirassés. Sur les colonies glacées d'Europe, les mineurs se portaient volontaires en masse pour les milices planétaires. Sur la Lune, les chantiers navals orbitaux fonctionnaient en triple équipe dans des conditions de blackout. L'humanité ne se brisait pas, elle s'affûtait. En orbite autour de la Terre, à bord du vaisseau amiral indomitable, Mercer rencontra ses commandants supérieurs. « Écoutez-moi bien », leur dit-il d'une voix dure comme le fer. « Le Conseil commencera par isoler Sol. Cela nous donne un avantage, l'initiative. Nous n'attendrons pas derrière nos défenses. Nous frapperons les premiers, et avec force, les yeux brillants d'une détermination farouche. L'opération Aube commence immédiatement. Cible, réseau de capteurs ennemis, convoi de ravitaillement, relais de communication. Nous les aveuglerons, nous les saignerons, et lorsqu'ils chancelleront, nous déciderons où les briser. » Il n'y a eu aucune objection. Chaque homme et chaque femme présents dans cette salle avaient enseveli leurs camarades sous le feu des extraterrestres. L'heure de la retenue était révolue. Alors que les flottes humaines commençaient à se mobiliser, la panique s'empara à nouveau du Conseil galactique. Les séances d'urgence se transformèrent en échanges de paroles. Certaines espèces appelaient à la force écrasante, d'autres préconisaient la retraite et la diplomatie. Mais au milieu de tout cela, une vérité demeurait. Les humains avaient pris l'initiative. Sur les mondes frontaliers, des escarmouches éclatèrent. Des patrouilles du Conseil furent prises en embuscade par des équipes d'intervention humaine rapides. Les postes d'écoute furent coupés. Des convois commerciaux disparurent sans laisser de traces. Chaque coup était calculé, précis et brutal. Puis arriva le message, diffusé sur toutes les fréquences du Conseil, prononcé d'un ton humain et implacable. Nous vous avions offert notre amitié. Vous avez répondu par la trahison. Vous allez maintenant apprendre le prix de la sous-estimation de l'humanité. Il n'y aura plus d'avertissement, plus de discussions. Préparez-vous. Le Conseil était paralysé. Les humains ne bluffaient pas, ils arrivaient. Et sur Terre, tandis que les plans de bataille se déroulaient et que la guerre se rapprochait, l'amiral Mercer s'accorda un rare moment de solitude. Il se tenait de nouveau à la fenêtre de l'Indomptable, la Terre tournant lentement en contrebas, meurtrie, imparfaite, mais leur appartenant. Il murmura les mots qu'il portait en lui depuis des années. Il pensait que nous allions nous agenouiller. Maintenant, ils verront comment les humains se battent quand ils n'ont plus rien à perdre. Les flottes du premier conseil entrèrent à la frontière de Sol 3 jours plus tard. C'était une démonstration de force, du moins le pensait-il. 37 navires de guerre, issus de 6 espèces, avançaient sous la bannière d'une force d'intervention d'urgence pour le maintien de la paix. Leurs ordres étaient simples et clairs. Établir un périmètre autour des portes de Sceaux, interrompre tout trafic et se préparer à imposer un blocus. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'était à quel point l'humanité était prête à les accueillir. À Lagrange Point 3, dissimulé au milieu de vastes champs de débris et de plateformes de brouillage de capteurs, l'escadre d'attaque des Rébus attendait dans un silence absolu. L'amiral Mercer avait planifié ce moment avec une précision glaciale. Que les forces du Conseil arrivent avec audace et arrogance. Qu'elles pensent que l'humanité va se mettre en position et hésiter. Au lieu de cela,
Elle saignerait avant même de réaliser que la donne avait changé. Le capitaine Dane Arrow, commandant du Vindicator, se tenait sur la passerelle en tenue de combat. Son visage était dur, ses yeux brûlants d'impatience. La flotte s'engageait dans le couloir d'engagement. Leurs vaisseaux de flanc étaient trop dispersés. La voix de Mercer résonna sur le canal de commandement. Exécution. Pas de prisonniers. La première salve humaine n'était pas une bordée conventionnelle. C'était une lance électronique. Des virus de cyberguerre avancés, semés par des drones furtifs quelques jours plus tôt, ont paralysé la moitié des réseaux de ciblage ennemis en quelques secondes. Des champs de brouillage ont suivi, transformant les formations coordonnées en un fouillis de vaisseaux désorientés. Puis les canons ont ouvert le feu. Des obus de canons ferroviaires, de la taille de petits transports, transpercèrent boucliers et coques. Des lances à plasma déchirèrent et les noyaux des moteurs. Le vaisseau d'avant-garde de la flotte du Conseil, un cuirassé talerin hérissé d'armes antiques mais puissantes, fut réduit en cendres en moins d'1 minute. La panique gagna la formation ennemie. Les amiraux du Conseil s'étaient préparés à une confrontation et non à un massacre. Alors que les vaisseaux disparaissaient les uns après les autres de leurs écrans tactiques, ils se retrouvèrent face à une vérité terrifiante. L'humanité les traquait comme une proie. À bord du Vindicator, Arrow observait avec une satisfaction sombre. Priorité aux cibles, vaisseaux de commandement. Couper leur commandement. Des missiles filaient dans le vide, laissant derrière eux des traînées d'interférences électromagnétiques. Un porte-avions Valorant se désintégra dans un éclair, sans même que ses escadrilles de chasse ne décollent. Un croiseur Calife, moteur paralysé, s'écrasa impuissant dans un champ de débris, son équipage lançant des signaux de détresse désespérés, auxquels personne ne répondait. En moins de 45 minutes, la force opérationnelle du Conseil était entièrement détruite. L'onde de choc se répercuta dans toute la galaxie. Les salles du Conseil sombrèrent dans le chaos. Les demandes furieuses de représailles se heurtèrent aux appels désespérés à une diplomatie renouvelée. La nouvelle de la bataille, claire, accompagnée d'images de combats humains interceptés, se répandit sur toutes les chaînes. Un extrait en particulier devint viral. Un amiral du Conseil hurlait à la retraite, tandis que le pont de son navire était ravagé par les tirs de canons électriques. L'hymne de guerre humaine Iron Will retentissant en fond sonore. L'hymne de guerre humain, volonté de fer, retentissait en arrière-plan. Varric, directeur de l'intelligence galactique, regardait la vidéo dans un silence glacial. Les humains n'avaient pas simplement attaqué. Ils avaient envoyé un message de défiance totale. « Ils cherchent à nous provoquer », siffla un assistant. « Non », répondit Varric, d'une voix de pierre aiguisée. « Ils cherchent à nous inculquer la peur. » Mais alors même que les conseils de guerre du Conseil se disputaient et fanfaronnaient, dont l'offensive humaine s'intensifiait. L'opération Aube est entrée dans sa deuxième phase. La perturbation. Des frégates d'attaque rapide et des équipes d'opérations secrètes ont frappé profondément les lignes de ravitaillement du Conseil. Des postes d'écoute le long de la bordure ont brûlé. Des convois ont disparu sans laisser de traces.
Les centres de communication vacillèrent, puis s'éteignirent. Des unités de cyberguerre humaine, opérant depuis des stations cachées au-delà de l'orbite de Pluton, déclenchèrent des attaques numériques en cascade qui paralysèrent des secteurs entiers des infrastructures du Conseil. Les banques furent bloquées. Les ordres de la flotte restèrent imprécis. Les transports civils se retrouvèrent bloqués. La panique s'installa. Pour la première fois depuis des siècles, le Conseil galactique tant vanté ne contrôlait plus le cours de la guerre. Les humains, eux, le contrôlaient. Dans l'ombre de ce chaos, l'amiral Mercer réunit le haut commandement de la défense terrienne à bord de l'Indomitable. Le Conseil tentera une contre-offensive unifiée, dit-il d'une voix dure comme le fer. Ils chercheront à nous submerger par le nombre et à nous forcer à reprendre les négociations. Laissez-les venir, grommela le capitaine Harrow. Nous avons bien assez de surprises pour eux. Mercer hocha la tête. Mais nous devons rester imprévisibles. Pas de défense statique, pas de ligne de bataille fixe. Nous les saignons avec rapidité et impitoyabilité. Il désigna une carte du ciel. Prochaine cible, les stations de ravitaillement clés le long du corridor d'Andros. Couper leur approvisionnement en carburant et leurs flottes ne nous atteindront pas en nombre suffisant. Des équipes d'intervention sont déjà en route. Cible, station de ravitaillement clé le long du corridor d'Andros. Couper leur approvisionnement en carburant et leurs flottes ne nous atteindront pas en nombre suffisant. Des équipes d'intervention sont déjà en route. Il n'y eut aucun débat. Des ordres furent donnés. L'humanité ne souhaitait plus jouer selon les anciennes règles. Pendant ce temps, l'ordre politique du Conseil se fracturait sous la pression. Sur Talruin Prime, le Conseil de guerre du Dominion était confronté à d'âpres divisions. Les jeunes seigneurs de guerre exigeaient une croisade totale contre l'humanité. Les stratèges plus âgés conseillaient la prudence, le regard hanté par de nouveaux rapports de renseignement. « Ils combattent avec une fureur insensée », avertit un général. « Il ne s'agit pas d'une simple rébellion. Ils combattent comme s'ils avaient déjà assumé le prix d'une guerre totale. Mais l'orgueil était une drogue puissante. » Au sein du Conseil, de nombreuses espèces refusaient l'idée que les humains, autrefois considérés comme des parvenus primitifs, puissent détenir un tel pouvoir. Une mobilisation massive de la flotte fut ordonnée. Des centaines de vaisseaux venus des mondes membres convergeraient dans une démonstration de force écrasante. L'objectif était simple, percer le périmètre de sol, mettre l'humanité à genoux et restaurer l'illusion de la suprématie du Conseil. L'amiral Mercer l'avait anticipé. « Rassemblez-les », avait-il dit à son état-major. « Lorsqu'ils engageront leurs forces, nous frapperons là où ils sont le plus faibles. Frappez leurs flancs, leurs lignes de ravitaillement, ne les combattez jamais à leurs conditions. » Il observa les écrans de la flotte. Plus de 300 vaisseaux de guerre humains étaient désormais prêts, élégants et mortels. Des dizaines d'autres arrivaient chaque semaine. Mais Mercer comprenait la vérité profonde. La véritable arme de l'humanité n'était ni l'acier ni le plasma. C'était la détermination. Chaque soldat, chaque pilote, chaque civil ne combattait-on pas pour la conquête ou la gloire, mais parce qu'ils savaient ce qui les attendait en cas d'échec. Le Conseil le leur avait appris par le sang et la trahison. À présent, l'humanité donnait une leçon à la galaxie en retour. Dans une salle de guerre secrète sous Genève, le président Rorden
s'adressa au gouverneur planétaire et au chef militaire. « Nous sommes seuls et une seule, oui, dit-il d'une voix rauque et convaincue. Mais nous restons unis. Et c'est pourquoi nous ne nous briserons pas. Le Conseil nous a trop longtemps sous-estimés. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles retomber. Ils croient que la peur nous divisera. Ils ont tort. Ils croient qu'un nombre écrasant nous écrasera. Ils ont tort. Il se pencha en avant. L'humanité ne s'incline pas. L'humanité ne mendie pas. Et s'ils veulent la guerre, alors, par Dieu, nous leur donnerons une guerre qu'ils n'oublieront jamais. Loin à travers les étoiles, dans l'obscurité froide de l'espace profond, des groupes d'attaques humains se préparaient à leur phase suivante. Des vaisseaux furtifs, armés de disrupteurs gravitationnels avancés, traquaient les points de rassemblement du Conseil. Des mines orbitales étaient déposées aux abords des systèmes clés. Des équipes d'infiltration s'activaient pour saboter les dépôts de carburant et les réseaux de capteurs. À chaque action du Conseil, l'humanité répondait par une contre-attaque. Et à chaque coup porté, la légende de la résistance humaine grandissait. À bord de l'Indomptable, l'amiral Mercer se tenait une fois de plus devant ses commandants de flotte. Le Conseil croit se préparer à une bataille décisive, déclara-t-il. Ce à quoi il se prépare en réalité, c'est la défaite. Il regarda chacun d'eux droit dans les yeux. C'est le moment de forger l'avenir, non seulement pour la Terre, mais pour chaque monde humain, pour chaque enfant qui grandira libre parce que nous avons choisi de nous battre. Une pause, pas de pitié, pas de retraite, pas de reddition. À travers les étoiles, la panique continuait de s'emparer du Conseil galactique. Pour la première fois dans l'histoire, le Conseil était sur la défensive. Et l'humanité, l'espèce qu'ils avaient cherché à dominer et à contrôler, menait désormais la danse de la guerre. Le message était clair pour tous. L'humanité avait rejeté la diplomatie. Et maintenant, la galaxie allait brûler. Le Conseil la baptisa Opération Chute d'étoiles, une grande offensive visant à mettre fin à la rébellion humaine, avant qu'elle ne devienne une contagion incontrôlable. 500 vaisseaux de 18 espèces membres se rassemblèrent de tout l'espace connu. Porte-avions, cuirassés, croiseurs de bataille, une force destinée à terrifier et à submerger. Ils avançaient par vagues soigneusement échelonnées vers le système solaire. Leurs amiraux étaient convaincus que leur masse briserait les défenses humaines. Mais ils se dirigeaient vers un piège. Dans l'obscurité de la ceinture de Kuiper, au-delà des capteurs longue portée du Conseil, le gros de la flotte humaine attendait. Ni en formation, ni en ligne statique, mais dispersés en groupes d'attaque et en meutes de chasseurs. L'amiral Mercer avait étudié chaque campagne menée par le Conseil au fil des siècles. Leur stratégie reposait toujours sur une force écrasante, des avancées linéaires et un commandement centralisé. Prévisible, rigide, arrogante. L'humanité réagirait avec chaos et précision. À bord de l'Indomitable, Mercer et le capitaine Harrow observaient les données de la flotte. « Ils sont pleinement engagés », dit Harrow, un sourire sombre aux lèvres. Pas de réserve. « Bien, » répondit Mercer. « Ça veut dire qu'ils vont saigner plus fort. »
Il se tourna vers le canal général de la flotte. À toutes les unités, opération Hammerfall, engagez-vous à volonté, pas de prisonniers. La première vague du Conseil est entrée dans le système extérieur, en orbite autour de Saturne. Leurs capteurs, dégradés par les champs de brouillage humain, détectèrent à peine la menace avant qu'elle ne frappe. Depuis les anneaux obscurs de Saturne, des essaims de drones furtifs humains lancèrent des frappes dévastatrices. Les boucliers vacillèrent et s'éteignirent. Les moteurs calèrent. Les vaisseaux de commandement perdirent toute communication et navigation. Puis, les groupes de chasseurs descendirent. Les croiseurs humains, plus petits et plus rapides que leurs homologues du Conseil, se déplaçaient en groupes coordonnés. Ils n'ont pas attaqué de front, ils ont frappé chirurgicalement, flanquant et éventrant des vaisseaux isolés avant de disparaître dans le vide. Un par un, les vaisseaux de l'avant-garde du Conseil ont disparu de la grille tactique, leurs épaves se dispersant à travers le système. Sur le pont du vaisseau amiral du Conseil, le Voktar, fierté du Conseil, le grand amiral Starn a regardé, incrédule, ces lignes de bataille s'effondrer. « C'est impossible, rugit-il. Trouver ces vaisseaux humains, rétablir la formation. » Mais ces officiers parvenaient à peine à suivre leur propre flotte, sans parler de l'ennemi. La cyberguerre humaine avait aveuglé la moitié de leur système. Et puis, vint le second coup. Depuis une plateforme de lancement dissimulée près de Titan, une vague de torpilles lourdes s'abattit sur les transporteurs de carburant et de munitions du Conseil. Des explosions secondaires se répercutèrent sur l'arrière de la flotte, interrompant le ravitaillement et semant le chaos dans toute l'avancée. Dès le deuxième jour de la bataille, l'offensive du Conseil était en plein désarroi. Ce qui devait être une avancée écrasante s'était transformé en une lutte désespérée pour la survie. Et l'humanité ne faisait que commencer. L'amiral Mercer donna son ordre suivant. Frappe de pénétration profonde. Des groupes de combat humains à longue portée contournèrent les flottes du Conseil paralysées et s'engouffrèrent dans les secteurs arrière ennemis. Ils ciblèrent les centres de communication, les dépôts de carburant et les relais de commandement. Des systèmes stellaires entiers furent plongés dans le noir pendant la nuit. Des avant-postes du Conseil brûlèrent. Le message était clair. Il n'y avait plus d'espace sûr. Pendant ce temps, dans les salles du Conseil d'Aelsus Prime, la panique politique atteignait son paroxysme. Les séances d'urgence se transformèrent en échanges de cris. Certains membres exigeaient une retraite immédiate, d'autres hurlaient à la guerre totale. Mais sous le chaos, la peur se répandait comme une traînée de poudre. La vérité tacite était désormais évidente pour tous. Les humains ne se battaient ni pour un territoire, ni pour des traités. Ils se battaient pour briser l'ordre ancien et, pire encore, ils gagnaient. Le directeur Varick observait le Conseil s'effondrer avec une satisfaction froide. « Imbécile, murmura-t-il. Vous avez provoqué un ennemi que vous ne compreniez pas. » Mais même Varick savait que la guerre entrait dans une phase dangereuse. Si l'élan de l'humanité n'était pas rapidement stoppé, l'équilibre du pouvoir galactique s'effondrerait. Des mesures désespérées s'imposaient. Sur ordre du Conseil, Varick mobilisa ses agents les plus impitoyables, les Serres Noires, des assassins et saboteurs infiltrés depuis des années dans l'espace humain. Leurs ordres étaient si clairs: semer le chaos, assassiner les dirigeants clés
paralyser la capacité industrielle de l'intérieur. Mais une fois de plus, ils sous-estimèrent l'humanité. Quelques heures après les premières attaques de la Serre Noire, le contre-espionnage humain a riposté avec une efficacité redoutable. Des dizaines d'agents ennemis ont été démasqués et exécutés. Des cellules de sabotage entières ont été anéanties lors d'opérations coordonnées. Lors d'un incident largement médiatisé, un assassin du Conseil capturé a été exhibé devant les médias, contraint d'avouer la campagne d'opérations secrètes du Conseil. L'indignation populaire a déferlé. Les milices civiles ont grossi de volontaires. Si le Conseil avait espéré intimider la Terre pour la soumettre, il n'avait fait que renforcer sa détermination. Pendant ce temps, l'amiral Mercer préparait la phase suivante, la contre-invasion. Pendant trop longtemps, l'humanité avait lutté sur la défensive. Le temps était venu de ramener la guerre dans l'espace du Conseil. Dans la salle de guerre de l'Indomptable, Mercer exposa le plan. Nous les avons frappés là où ça fait mal. Les centres d'approvisionnement, les chantiers navals, leur système d'origine. Pas de sanctuaire, pas de port sûr. Le capitaine Harrow sourit. Il était temps. L'opération Marée de fer débuta 3 jours plus tard. Des groupes de transporteurs humains lancèrent des missions de frappe en profondeur sur le territoire du Conseil, appuyés par des croiseurs furtifs et des raiders à long rayon d'action. Territoire soutenu par des croiseurs furtifs et des raiders à longue portée. Sur la planète industrielle de Cartospain, des commandos humains ont fait exploser le principal chantier naval orbital, retardant la production de plusieurs années. Sur Veleron Prime, des essaims de drones ont submergé les défenses planétaires et détruit des réseaux énergétiques critiques. Et sur la planète frontière d'Ythril, un mouvement de résistance mené par les humains s'est révolté ouvertement, s'emparant des arsenaux du Conseil et chassant ses superviseurs dans la nature. Pour la première fois de mémoire d'homme, le Conseil perdait du terrain. Et à chaque victoire humaine, les anciennes alliances s'affaiblissaient. Parmi les espèces inférieures du Conseil, la peur devint une force puissante. Certains commencèrent à remettre en question leur loyauté. D'autres ouvraient secrètement des canaux détournés vers la terre, offrant des renseignements en échange d'une clémence future. Mercer encourageait cette instabilité. « Laissez-les se diviser », a-t-il dit à son chef des renseignements. « Divisez-les. Plus ils se combattront, plus il sera facile de les briser complètement. » De retour sur Terre, le président Rordon s'est adressé une fois de plus au monde. Ses mots étaient simples et sans détour. Nous n'avons pas cherché cette guerre, mais maintenant qu'elle est là, nous la mènerons jusqu'au bout. Sichi dit. Pas de paix tant que nos ennemis ne seront pas vaincus, pas de reddition, pas de retraite. Dans tout l'espace humain, ces paroles ont ravivé une nouvelle détermination. Les chantiers navals ont fonctionné 24 heures sur 24. De nouvelles plateformes d'armement ont été déployées sur le front. Les industries civiles se sont reconverties à la production de guerre. Et surtout, l'esprit humain est resté intact. Pendant ce temps, la deuxième vague offensive du Conseil était complètement au point mort. Les lignes de ravitaillement étant détruites et la cohésion du commandement perdue, les flottes survivantes du Conseil entamèrent une retraite chaotique. Des groupes de chasseurs humains les poursuivirent impitoyablement, frappant les retardataires
et paralysant les navires de guerre en fuite. L'opération Chute d'étoiles, qui avait commencé, se solda par une défaite catastrophique. À bord de l'Indomitable, l'amiral Mercer observa la retraite ennemie se dérouler. Il s'autorisa un rare sourire sombre. Il pensait pouvoir nous briser, dit-il doucement. Maintenant, ils connaissent la vérité. Il se tourna vers ses officiers. Ce n'est que le début. Alors que la guerre entrait dans sa phase suivante, une vérité résonna dans toute la galaxie. L'humanité avait rejeté la diplomatie, et désormais, rien ne l'empêcherait de remodeler les étoiles à son image. L'échec de l'opération Chute d'étoiles fit trembler tous les mondes contrôlés par le Conseil. Ce qui devait être une démonstration de force s'était transformé en massacre. Pire encore, l'humanité n'avait pas seulement stoppé ses flottes, elle les avait traquées comme des proies. Une peur nouvelle, plus profonde, se répandait désormais parmi les dirigeants du Conseil. La crainte que l'humanité soit devenue invincible. Dans les couloirs obscurs de la chambre du Conseil sur L2 Prime, les réunions d'urgence étaient devenues quotidiennes. De moins en moins d'espèces membres assistaient en personne. Certaines se retirèrent complètement. Les alliances qui tenaient autrefois la galaxie sous contrôle se fracturaient sous le poids de la défaite. L'amiral Koresh du domaine Talrine, l'une des rares voix encore en faveur de la guerre totale, frappa la table d'un poing griffu. « Lâche, si nous reculons maintenant, nous cédons les étoiles à ces sauvages. » Mais l'ambassadeur de la falaise, les écailles ternies par la peur, siffla en réponse. « Vous voudriez que nous jetions encore plus de vies au feu. Nous ne pouvons pas les arrêter. Nous pouvons à peine suivre leurs mouvements. » Même le directeur Varick resta silencieux, sa voix autrefois autoritaire, tempérée par un calcul sinistre. Ces réseaux de renseignement n'avaient pas su prédire la férocité et l'efficacité de la machine de guerre humaine. Pire encore, plusieurs mondes de sa propre espèce remettaient désormais ouvertement en question leur loyauté envers le Conseil. Les fissures se propagent plus vite que prévu, pensa-t-il froidement. Il ne s'agit plus d'une guerre d'endiguement. C'est une guerre pour la survie, et l'humanité ne montrait aucun signe de ralentissement. Depuis la salle de guerre orbitale de l'Indomitable, l'amiral Mercer donna ses ordres suivants. Phase 3. Invasion des systèmes centraux. Pour la première fois de la guerre, l'humanité allait mener le combat directement au cœur de l'espace du Conseil. Non pas par des invasions statiques, mais par des raids en profondeur et des frappes chirurgicales destinées à déstabiliser des régions entières. Mercer se tenait devant ses commandants rassemblés, la voix froide et tranchante. « Le Conseil croit encore pouvoir nous survivre, dit-il. Ils s'accrochent à l'illusion d'un pouvoir centralisé. Nous briserons cette illusion. » Il désigna la carte holographique de l'espace du Conseil. Cible clé. Les chantiers navals de Velerin Prime. Les réseaux de données d'Aeltus Prime. Les mondes d'assemblage militaire du domaine Talrine. Nous frappons vite, nous frappons fort, et nous les laissons ensanglanter. Le capitaine Hao, le visage sculpté dans la pierre, hocha la tête. Et leur population civile. Le regard de Mercer était impassible. Les dommages collatéraux sont inévitables. Ils ont déclaré cette guerre. Ils apprendront ce que coûte vraiment la guerre. Il n'y eut aucune objection.
Ce n'était pas une guerre de pitié. 2 semaines plus tard, les groupes d'intervention de l'humanité déferlaient sur l'espace du Conseil. Sur Valoran Prime, des vaisseaux furtifs humains ont entièrement contourné les défenses orbitales, déployant des équipes d'intervention en profondeur qui ont posé des bombes gravitationnelles dans les immenses chantiers orbitaux. Les explosions qui en ont résulté ont anéanti le programme de construction de flotte de Valoran. Sur L2 Prime, des cyberattaques coordonnées ont paralysé les réseaux de données mondiaux de la planète. Les systèmes bancaires se sont effondrés. Les communications ont été interrompues. Des secteurs entiers furent plongés dans le chaos. Même le puissant domaine Talrine fut frappé par la lame. Des croiseurs lourds humains, opérant en groupe de chasseurs-tueurs, interceptèrent et anéantirent 2 flottes de convois Talrine. Des mondes d'assemblage clés perdirent des ressources vitales, et partout où les humains frappèrent, ils laissèrent un message gravé dans les décombres. Vous vouliez la guerre. Maintenant, vous l'avez. Le message s'est gravé dans les décombres. Vous vouliez la guerre. Maintenant, vous l'avez. Dans l'espace du Conseil, la panique a atteint des sommets. Dans de nombreux systèmes extérieurs, les gouverneurs locaux ont déclaré leur neutralité ou ont ouvertement fait défection. Les marchés noirs ont explosé. Des fonctionnaires du Conseil désespérés cherchant à conclure des accords avec des agents de renseignement humains. Sur des mondes comme Ythril et Carnastroer, des mouvements de résistance locaux, longtemps réprimés, se révoltèrent ouvertement, inspirés par la défiance de l'humanité. La stratégie de Mercer fonctionnait. Plus l'humanité exerçait une pression, plus le Conseil se fracturait de l'intérieur. Mais alors même que le Conseil chancelait, Varric préparait une contre-attaque désespérée. S'il ne parvenait pas à vaincre l'humanité militairement, il chercherait à la détruire de l'intérieur, par la trahison et la terreur. Les griffes noires de Varric reçurent de nouveaux ordres. Infiltrer les mondes intérieurs de Sol et déployer des armes biologiques conçues pour paralyser la population terrestre. C'était un pari né du désespoir, et il échouerait. Le contre-espionnage humain, aguerri par des années de guerre, intercepta les équipes de la Griffe avant même qu'elles n'atteignent la Terre. Au cours d'une série de raids brutaux, des cellules noires entières de la Griffe furent anéanties. Les aveux des agents capturés furent diffusés dans toutes les colonies humaines. La colère populaire s'enflamma. Le président Rorden s'adressa au monde. Il cherchait à empoisonner nos enfants, à nous exterminer dans l'ombre. Ils nous ont montré l'ampleur de leur haine. Nous allons maintenant leur montrer l'acier de notre détermination. La loi martiale fut déclarée dans toutes les colonies. La production doubla, le recrutement explosa, et l'amiral Mercer donna l'ordre de la guerre totale. Fini les frappes limitées, fini les hésitations. À partir de ce moment, l'humanité paralyserait la capacité du Conseil à les menacer à nouveau. L'opération Colère de Fer a débuté à une vitesse terrifiante. Des groupes de combat humains ont déployé des armes destructrices de planètes, des tiges hyperkinétiques et des déstabilisateurs gravitationnels contre des mondes militaires clés du Conseil. Des chantiers navals entiers ont été réduits en cendres. Des géantes gazeuses stratégiques utilisées pour la production de carburant furent déstabilisées, rendant des secteurs entiers inutilisables. Sur les mondes frontaliers du Conseil, l'humanité déploya une guerre psychologique.
diffusa des images de flottes du Conseil vaincues, dénonça les crimes de guerre du Conseil et encouragea les défections massives. Et cela fonctionna. À la fin du premier mois de l'opération Colère de fer, 6 espèces membres s'étaient officiellement retirées du Conseil. 2 cherchèrent ouvertement des alliances avec la Terre. La marine autrefois puissante du Conseil était en ruine. Les lignes de ravitaillement étaient coupées. Les communications étaient, au mieux, inégales. Dans les salles du Conseil, les rares dirigeants restants étaient confrontés à la dure réalité. « Nous avons perdu le contrôle », murmurait l'ambassadeur Caliste. « Si nous ne demandons pas la paix, nos mondes brûleront. » Mais le domaine talarin réclamait toujours du sang. Pas de paix avec ces parvenus. Nous nous battrons jusqu'au bout. Ces parvenus, nous nous battrons jusqu'au bout. Le directeur Varick, toujours un réaliste, connaissait la vérité. La question n'est plus de savoir si nous tomberons, dit-il froidement. La question est de savoir combien nous perdrons avant de tomber. Pendant ce temps, à bord de l'Indomitable, l'amiral Mercer recevait de nouvelles informations. Les forces du Conseil se massaient à la porte du noyau d'Eltus, une tentative désespérée de défendre la capitale du Conseil. Les ordres de Mercer furent immédiats. « Nous les brisons ici », dit-il à ses commandants. Pas de demi-mesure, pas de retraite. Sa flotte, désormais renforcée de nouveaux navires, de vétérans aguerris par des combats acharnés, se préparaient à l'assaut. Tandis que les derniers préparatifs étaient en cours, Mercer s'adressa une dernière fois à ses officiers. « Nous n'avons pas demandé cette guerre, dit-il, mais maintenant que nous y sommes, nous la terminerons. » Dans toute la galaxie, un message clair était clair. L'humanité avait rejeté la diplomatie et désormais plus rien ne s'opposerait à elle. Le dernier espoir du Conseil reposait désormais sur la défense d'Eltus Prime, l'ancien siège du pouvoir galactique. À l'ombre de sa puissante porte centrale, une dernière flotte s'était rassemblée. Les vestiges de dizaines de flottes dévastées. Près de 300 navires, renforcés à la hâte par des navires civils, reconvertis pour la guerre. Les amiraux et commandants du Conseil, affaiblis, espéraient prendre position ici, freiner l'avancée de l'humanité et la contraindre à revenir à la table des négociations. Mais au fond d'eux-mêmes, la plupart d'entre eux savaient que ce n'était pas une bataille qu'ils pouvaient gagner. Depuis le pont d'observation de l'Indomitable, l'amiral Mercer étudiait le plan de bataille final. La flotte humaine était désormais vaste. Près de 500 navires de guerre, soutenus par un nombre croissant de vaisseaux du Conseil ayant fait défection. Croiseurs furtifs, cuirassés lourds, groupes de porte-avions hérissés de chasseurs. Toutes les armes que l'humanité avait construites durant ces mois désespérés étaient désormais pointées sur Aeltus Prime. Le regard de Mercer était froid. « Nous attaquons à l'aube », dit-il à son équipe. « Je veux d'abord que la porte centrale soit désactivée. Pas d'échappatoire, pas de renfort. » Le capitaine Harrow affichait un sourire de loup. « Et la planète elle-même » La voix de Mercer était de fer. Sans retenue, sans pitié. La guerre avait depuis longtemps dépassé le stade de la civilité. Le Conseil avait déclenché cette tempête. Maintenant, ils allaient en récolter toute la fureur. Alors que la flotte humaine fonçait vers Iltus Prime, la panique s'empara du Conseil. Dans les chambres fortifiées de la capitale, les délégués restants discutaient d'un ton désespéré.
Nous devons nous rendre, cria l'ambassadeur Khalid. Nos mondes brûlent déjà. Si nous résistons davantage, nous serons rayés de la carte. Mais l'amiral Koresh des Talrines frappa la table d'un poing griffu. Lâche, si nous tombons ici, il ne restera plus rien. Combattez jusqu'au bout. Le directeur Varick les observait en silence. Ses agents l'avaient déjà informé que la moitié des espèces membres extérieures retiraient leur soutien. Certaines ouvraient même des canaux secrets, avec Mercer lui-même. Le conseil était en train de mourir. Varick le savait, mais malgré cela, il refusait de s'incliner. Pas encore. Et puis, les humains frappèrent. L'assaut sur la porte centrale commença avec une précision terrifiante. Des croiseurs furtifs humains surgirent du vide, lançant des frappes IEM concentrées qui aveuglèrent les systèmes de défense de la porte. En quelques minutes, les stations de combat environnantes furent ravagées par des tiges hyperkinétiques, leurs débris dérivant en ruines silencieuses. Privé de son réseau de portes, Altus Prime était désormais isolé, piégé, et la flotte principale avançait. Les cuirassés humains déchaînèrent vague après vague des barrages de canons électriques, déchirant les premières couches de vaisseaux de défense du Conseil. Des lances à plasma transpercèrent les coques blindées comme du papier. Les formations du Conseil, déjà affaiblies et démoralisées, s'effondrèrent sautés sous l'assaut. Depuis le pont de l'Indomitable, Mercer observait la scène sans pitié. « Appuyez sur l'attaque », ordonna-t-il. « Aucun survivant. » Les groupes de chasseurs du capitaine Harrow se déplaçaient comme des loups parmi des moutons, encerclant les navires du Conseil isolé et les déchirant. Sur le vaisseau amiral Voktar, l'amiral Starn lança un appel désespéré au rassemblement. « Tous les navires, regroupez-vous, défendez la capitale. » Mais ces paroles furent accueillies par le chaos. Des escadrons entiers refusèrent de riposter. Certains s'enfuirent, d'autres se rendirent. La volonté du Conseil était brisée. Puis vint le coup de grâce. Depuis les profondeurs de l'espace, les groupes de transporteurs humains déchaînèrent des essaims de chasseurs et de drones. Ils se déversèrent sur la flotte du Conseil en ruine, submergeant le peu de résistance qui subsistait. En quelques heures, le ciel d'Aeltus Prime fut entièrement débarrassé de toute trace d'acier humain. Mais l'assaut n'était pas terminé. Mercer se tourna vers Harrow. « Ciblez le réseau de défense planétaire, arasez-le. » Depuis l'orbite, la flotte humaine commença son bombardement. Les boucliers planétaires vacillèrent et cédèrent sous les assauts incessants. Des déstabilisateurs gravitationnels projetèrent des complexes militaires clés dans des cratères en fusion. Au milieu de la tempête de feu, des commandos humains se déployèrent à la surface, traquant les dirigeants du Conseil et sécurisant les infrastructures critiques. Le directeur Varick savait que la fin était arrivée. Alors que son centre de commandement tremblait sous les bombardements, il se tourna vers ses plus proches collaborateurs. « Nous devons nous préparer à l'exfiltration si l'humanité me capture vivant. » Mais le plafond de la pièce s'effondra avant qu'il puisse terminer. Un seul hélicoptère de combat humain planait au-dessus des décombres. Ses armes braquées sur les restes s'enflammaient du dernier centre de renseignement du Conseil. Ailleurs dans la ville, les forces humaines s'avancèrent avec une efficacité brutale.
les troupes du Conseil se rendirent en masse. Les cellules de résistance furent écrasées sans hésitation. À la fin de la journée, les bannières de la Terre flottaient sur les ruines d'Aeltus Prime. Dans la chambre effondrée de la capitale, l'amiral Mercer se tenait là où les plus hauts dirigeants du Conseil siégeaient autrefois. C'était désormais un tombeau. Mercer s'adressa aux membres survivants du Conseil, ceux qui avaient préféré se rendre plutôt que de fuir ou de mourir. « Votre règne est terminé », dit-il froidement. « Vos flottes ont disparu. Vos mondes sont sans défense. À partir de ce jour, la galaxie ne sera plus gouvernée par des lâches et des tyrans se cachant derrière une fausse diplomatie. » Il n'y eut aucun applaudissement, seulement un silence stupéfait et la peur. Et à travers les étoiles, le message se répandit. L'humanité avait non seulement rejeté la diplomatie, mais l'avait détruite. De retour sur Terre, le président Rorden s'adressa à un public mondial. « C'est fini », déclara-t-il. « La capitale du Conseil est tombée. Leurs armées sont brisées. Leurs mensonges dévoilés. » Il regarda droit dans la caméra. « Mais ce n'est pas la fin. C'est le début d'un nouvel ordre. Un ordre où l'humanité se tiendra debout, inflexible, n'ayant de compte à rendre qu'à elle-même. » Partout dans l'espace humain, les célébrations éclatèrent, mais pour les soldats de la flotte et pour l'amiral Mercer, il n'y avait pas de répit. Lors d'un conseil de guerre privé à bord de l'Indomitable, Mercer s'adressa à ses commandants les plus fidèles. « Le conseil est brisé, mais pas encore mort. Les seigneurs de guerre rebelles et les factions survivantes tenteront de résister. Nous les traquons. Nous terminons ce que nous avons commencé. » Il croisa le regard d'Harrow, sans pitié. Harrow sourit. Il n'en rêverait pas. Tandis que la flotte se préparait pour la phase suivante, Mercer se tenait seul sur le pont d'observation, scrutant les étoiles sans fin. Il parlait doucement à lui-même, aux fantômes de tous ceux qui ont perdu la vie dans cette guerre brutale. Il pensait que nous allions nous agenouiller. Son poing se serra. Maintenant, ils vont s'agenouiller devant nous, où ils brûleront. La guerre entra alors dans sa phase finale et impitoyable. Le Conseil fut brisé, la galaxie trembla, et l'humanité, autrefois considérée comme de simples parvenus primitifs, était désormais prête à dominer les étoiles. Aeltius Prime était en ruine. L'ancienne capitale du Conseil galactique, autrefois symbole d'ordre et de domination, était devenue un cimetière d'acier et de cendres. Mais l'amiral Grant Mercer savait que la guerre était loin d'être terminée. Le pouvoir central du Conseil s'était effondré. Certes, mais des fragments subsistaient. Des seigneurs de guerre rebelles, des flottes dissidentes, des bandes de mercenaires et des vestiges fanatiques qui n'accepteraient jamais la domination de l'humanité. Ainsi commença la phase 4, purge et sécurisation. Depuis la salle de guerre de l'Indomptable, Mercer s'adressa à son haut commandement. « Nous avons anéanti le cœur du Conseil », commença-t-il d'une voix froide et déterminée. « Maintenant, nous balayons les systèmes extérieurs. Toute flotte ennemie survivante doit être traquée et détruite. Tout monde abritant des loyalistes du Conseil ne subira aucun quartier. » Le capitaine Harrow se pencha en avant, les yeux brillants. Des rapports arrivaient. Plusieurs seigneurs de guerre talrins étaient devenus rebelles. Ils rallient des flottes privées autour de la ceinture de Chadra.
Mercer acquiesça. Bien, qu'ils se rassemblent. Nous les brûlerons tous d'un seul coup. Mais il n'y avait pas que les Talrines. Dans les vestiges dévastés de l'espace du Conseil, le chaos régnait. La planète natale de Clyde était en pleine révolte, la moitié de sa population exigeant la reddition à l'humanité, l'autre s'armant pour la guérilla. Les mondes syndicaux de Valoran, autrefois fidèles profiteurs du Conseil, se scindèrent en factions belligérantes. Certains firent défection, offrant renseignements et ravitaillement à la Terre en échange de leur survie. D'autres envoyèrent des assassins à la poursuite des commandants humains. Et pire encore, des rumeurs se répandirent selon lesquelles des agents de renseignement du Conseil survivant orchestraient des attaques terroristes sur des mondes nouvellement conquis et rattachés aux humains. Mercer ne tolérait rien de tout cela. Ses ordres étaient clairs. Éliminer jusqu'à la dernière cellule ennemie. Pas de négociation, pas de compromis. Le ton de la guerre s'assombrit. Des équipes d'opérations secrètes humaines, dont beaucoup étaient des vétérans des campagnes de sabotage dans l'espace lointain, menaient désormais des opérations brutales dans les secteurs fracturés. Des collaborateurs du Conseil furent exécutés en public. Des caches d'armes furent détruites. Lors d'une émission diffusée sur des centaines de systèmes, un seigneur de guerre, Talrine, capturé, tristement célèbre pour avoir ordonné des massacres dans des colonies humaines, fut présenté devant un tribunal et condamné à mort par frappe orbitale. L'exécution fut filmée depuis l'espace, une simple tige cinétique détruisant sa forteresse cachée dans un cratère enflammé. Le message était simple. Défier signifiait la mort. Pourtant, chaque succès s'accompagnait de nouveaux défis. Mercer se réunit avec son chef du renseignement, le colonel Brent Wolfe, dans le sombre commandement stratégique de l'Indomitable. Des rapports indiquent une convergence de flottes rebelles, dit Wolfe. Plusieurs factions, Talren, mercenaires, amiraux survivants du Conseil, se rassemblaient près de l'amas de Telros. On estime qu'il y en aurait au moins 150. Mercer serra les dents. Un dernier combat? Possible. Ou une tentative de fuite au-delà de l'espace connu. Le regard de Mercer se durcit. Ils n'en auront pas l'occasion. Il ordonna la constitution de la force opérationnelle Oméga, une flotte de chasseurs dirigée par Harrow en personne. Leur mission? Annihiler la convergence de Telros. Pendant ce temps, à travers les étoiles, l'emprise de l'humanité se resserrait. Sur Eltus Prime, les forces d'occupation éradiquaient les derniers foyers de résistance. Les clochers des villes étaient points et patrouillés par des soldats humains en armure de combat, leurs bannières flottant là où autrefois pendaient les insignes du Conseil. Les populations civiles, brisées par des mois de guerre, se soumirent rapidement, certaines par peur, d'autres par respect réticent. Et dans des dizaines de systèmes libérés, les gouvernements locaux jurèrent désormais fidélité à la terre. Non pas tous de leur plein gré, mais tous résolument. Pourtant, sous ce triomphe, des courants plus sombres se sont manifestés. Dans l'ombre, les fidèles du Conseil complotaient leur vengeance. Sur la colonie de Nouvelle-Vega, alliée aux humains, une attaque terroriste dévastatrice a frappé une plateforme orbitale, tuant des milliers de personnes, dont le nouveau gouverneur humain de la colonie. L'attaque a été attribuée
à une unité de renseignement rebelle du Conseil opérant sous le nom de code Shadowfang. La réponse de Mercer a été immédiate et impitoyable. Il a personnellement autorisé l'opération Aube Noire, une traque galactique contre les agents de Shadowfang. Des équipes d'intervention humaine ont balayé les mondes suspects et exécuté sans procès les collaborateurs connus. Des secteurs entiers favorables au Conseil ont été placés sous contrôle militaire. Lorsque les critiques sur Terre ont été mis en doute la dureté de la campagne, le président Rorten est resté ferme. Nous combattons un ennemi qui empoisonnerait nos enfants et nous massacrerait dans l'ombre. Il n'y a pas de place pour la pitié. L'opinion publique est restée massivement favorable. La guerre avait anéanti toute illusion de paix. L'humanité luttait désormais pour sa domination et sa survie dans une égale mesure. Pendant ce temps, la force opérationnelle Oméga se rapprochait du groupe Telros. Depuis la passerelle de son vaisseau amiral Vindicator, le capitaine Harrow examinait les cartes tactiques. Flotte rebelle confirmée, rapporta son officier tactique. Plusieurs groupes de formation. Position défensive. On dirait qu'ils essaient de gagner du temps pour que leurs principaux dirigeants puissent s'échapper. Position défensive. On dirait qu'ils essaient de gagner du temps pour que leurs principaux dirigeants puissent s'échapper. Le sourire de Harrow était prédateur. Le temps est écoulé. Il ouvrit les communications de la flotte. Tous les vaisseaux, armes libres, pas de quartier, brûlez-les. La bataille de Telros Cluster fut rapide et brutale. Des groupes de chasseurs humains déchirèrent les flottes rebelles désorganisées avec une précision chirurgicale. Les navires de guerre Talran, autrefois redoutés comme des mastodontes, furent déchiquetés par des frappes coordonnées de canons électriques. Les frégates mercenaires tentèrent tant de fuir, mais des vaisseaux furtifs humains mirent leurs moteurs hors service avant d'atteindre les voies de saut. À la fin de la bataille, plus de 120 navires ennemis gisaient en ruine. Les amiraux rebelles étaient morts ou capturés. Harrow transmit un message simple à Mercer. Cluster sécurisé, aucun survivant. Telros purgé, Mercer convoqua son commandement supérieur pour la phase suivante. Nous approchons de la phase finale, dit-il. La structure du Conseil a disparu. La galaxie a fracturé. Maintenant, nous rétablissons l'ordre, selon nos conditions. Il désigna la carte stellaire, mettant en évidence les secteurs clés. Système par système, monde par monde, chaque poche de résistance restante doit être éliminée. Chaque planète soumise à la loi. Il n'y eut aucune contestation. La guerre avait forgé une vision singulière parmi les dirigeants de l'humanité, dominer ou mourir. Mais toutes les batailles ne se livraient pas par la force des armes. Dans l'ombre, une diplomatie de haut niveau se déployait désormais. D'anciennes espèces du Conseil, désespérées de survivre, envoyèrent des émissaires sur Terre, offrant tribut, ressources et soumission en échange d'une place dans le nouvel ordre. Mercer rencontra ces émissaires à huis clos. À certains, il proposa des conditions sévères. Démilitarisation totale, surveillance humaine des industries clés. À d'autres, jugés peu fiables, il n'offrit que la mort. Et sur Terre, le président Rorden se prépara à l'inévitable basculement politique. Bientôt, annonça-t-il à ses conseillers, nous ne combattrons plus seulement des seigneurs de guerre. Nous allons administrer un empire. Nous devons être prêts à régner avec autant de cruauté que nous avons combattu.
Les anciens idéaux du Conseil galactique étaient morts. L'humanité allait bâtir quelque chose de nouveau. Forgé par la guerre, trempé dans le sang. À bord de l'Indomptable, Mercer se tenait de nouveau sur le pont d'observation, contemplant les étoiles que l'humanité avait conquises au prix de son sang. Il parla doucement, d'une voix emplie d'une détermination de fer. Il nous croyait inférieurs à eux. Maintenant, il rampe devant nous. Il se détourna, le regard fixe. Et nous n'en avons pas fini. À mesure que la purge s'étendait, la résistance s'estompait. Les seigneurs de guerre rebelles tombèrent. Le dernier des crocs d'ombre était acculé. Et à travers la galaxie, une vérité devint indéniable. L'humanité régnait désormais. La guerre touchait à sa fin, mais la paix n'était pas en vue. La victoire avait apporté la domination, non l'unité. À travers la galaxie, des feux de résistance dispersés vacillaient faiblement, la plupart écrasés sous le talon de fer des flottes humaines. Mais la tâche de diriger un empire forgé dans le sang ne faisait que commencer. Et pour l'amiral Grant Mercer, la phase finale de la campagne fut la plus dangereuse de toutes. Consolidation. Depuis la nouvelle citadelle du Haut Commandement en orbite autour des ruines d'Aeltis Prime, Mercer examinait les rapports provenant de tous les secteurs occupés. Le colonel Wolfe se tenait à ses côtés. La plupart des flottes rebelles avaient été détruites, rapporta Wolfe. Les forces restantes du Conseil se rendent par groupe. Les soulèvements civils sont minimes, bien que les secteurs de Valoran restent instables. Mercer hocha la tête. Et les vestiges de Shadowfang. La voix de Lou se fit plus faible. Presque éradiqués, nous avons suivi leur dernier réseau jusqu'au cercle extérieur d'Isserar 4. Des équipes d'intervention interviennent. Le regard de Mercer se durcit. Je veux les anéantir. Pas de procès, pas de martyrs. Même victorieux, Mercer ne faisait confiance à rien, ni aux espèces vaincues du Conseil, ni aux transfuges jurant désormais fidélité, ni même au cercle politique terrestre. Il avait vu trop de trahisons, trop d'alliances nées de la peur et non du respect. Et la trahison était toujours d'actualité. À peine une semaine après les derniers affrontements entre les flottes, une tentative d'assassinat ébranla le commandement humain. Un noble Véléran rebelle, se faisant passer pour un émissaire, fit exploser une bombe lors d'un sommet diplomatique sur la planète colonie de Nouvelle-Corinthe. 5 gouverneurs humains de haut rang furent tués. La réponse de Mercer fut rapide et impitoyable. L'opération Poigne de fer fut lancée. Des maisons nobles valoranes entières furent purgées lors d'attaques coordonnées. Leurs flottes marchandes furent saisies et leurs dirigeants exécutés publiquement. Lors d'une émission tristement célèbre, un patriarche valorant capturé fut contraint de s'agenouiller devant un peloton d'exécution de marines humains. Sa mort se propagea aux 4 coins de la galaxie fracturée. Le message était clair. La loi humaine était désormais absolue. Défiez-la et mourrez. De retour sur Terre, le président Rorden s'adressa au monde. « Cette guerre nous a été imposée, déclara-t-il, mais nous avons répondu avec force et nous gouvernerons avec la même force. » À huis clos, il rencontra Mercer et le haut commandement de la défense. « Vous avez brisé le Conseil, déclara Rorden. Vous devez maintenant nous aider à bâtir le nouvel ordre, un empire durable. » La réponse de Mercer fut sombre. Le nouvel ordre, un empire qui durera. La réponse de Mercer fut sombre. Les empires bâtis sur le sang ne durent pas.
à moins que leurs dirigeants ne soient prêts à en verser davantage. Rorden le comprit, il n'y aurait pas de place pour la mollesse, ni maintenant, ni jamais. Ainsi naquit la domination galactique de la Terre. Dans l'espace occupé, des drapeaux humains remplacèrent Jipoaf et les bannières de l'ancien conseil. De nouveaux gouverneurs, choisis parmi les soldats les plus endurcis et les dirigeants les plus impitoyables de la Terre, furent installés sur des mondes clés. Des centres industriels furent saisis. Des réseaux de ressources redirigés vers la Terre. Des milices planétaires furent désarmées ou intégrées à des structures de commandement humaines. Les anciennes espèces du Conseil apprirent vite. La soumission apporta la survie. La résistance entraîna l'extinction. Sur Calith Prime, la caste dirigeante s'est officiellement agenouillée devant la Terre, prêtant serment d'allégeance lors d'une cérémonie radiodiffusée. Sur Ythrol, les dirigeants locaux ont accepté la surveillance humaine en échange d'une autonomie continue, une concession rare accordée uniquement à ceux qui avaient soutenu la cause humaine pendant la guerre. Mais tous ne se sont pas pliés de bon gré. Des rumeurs parvinrent à Mercer concernant une nouvelle conspiration. Des seigneurs de guerre talarins survivants complotaient pour assassiner des dirigeants humains clés et déclencher une nouvelle rébellion. Mercer agit avec une efficacité froide. La force opérationnelle. Revenant fut déployée, la plus meurtrière des unités d'opération secrètes humaines. En quelques jours, les planques talarines brûlèrent. Les corps des conspirateurs furent abandonnés sur les places publiques. Des lignées entières furent anéanties. Mercer ne fit aucun quartier. Purge-les jusqu'à la racine, ordonna-t-il. Il ne restera aucune trace de rébellion. Et il en fut ainsi. Au fil des mois, le nouvel ordre humain se consolida. Des flottes humaines patrouillèrent chaque secteur important. Les portes de Sceaux restèrent sous strict contrôle humain. Le commerce continua, mais aux conditions de la terre. Les anciennes espèces du Conseil devinrent vassales. Leurs flottes furent désarmées. Leurs dirigeants obéissaient au haut commandement de la terre. Ceux qui résistaient furent écrasés sans hésitation, mais alors même que le Dominion grandissait, des tensions internes couvaient. Sur Terre, des politiciens civils commencèrent à remettre en question le cycle incessant des purges militaires. « Nous avons gagné », affirmaient certains. L'heure est venue de reconstruire, et non de gouverner par la peur. Mais Mercer a vu la vérité. « Nous n'avons pas gagné », a-t-il dit à Rorden lors d'une réunion privée. « Nous n'avons fait que gagner du temps. Si nous faisons preuve de faiblesse maintenant, la galaxie nous déchirera. » Rorden, l'asthme pragmatique, acquiesça. « La paix sera bâtie sur l'acier, » a-t-il dit, « et vous tiendrez l'épée. » Pourtant, Mercer lui-même n'était pas à l'abri du coup d'une guerre sans fin. Seul à bord de l'Indomptable, il contemplait souvent les étoiles qu'il avait contribué à conquérir. Tant de morts, tant de mondes réduits en ruines. Cela en valait-il la peine? L'arrogance du Conseil avait déclenché la guerre. Mais qu'était devenue l'humanité en y répondant? Il connaissait la réponse. Une espèce endurcie, au point d'être méconnaissable, impitoyable, crainte, respectée, mais jamais aimée. Et c'était peut-être la seule issue. Les derniers rapports arrivèrent sur son bureau. Croix d'ombre éliminée.
La résistance talarienne écrasée. Les territoires du Conseil pacifiés. La galaxie appartenait désormais à l'humanité, en tout, sauf en nom. Dans un dernier discours au haut commandement, Mercer mit tout à nu. Nous avons forgé un empire par la guerre. Si nous voulons la conserver, nous devons être prêts à régner comme nous l'avons fait au combat, sans pitié, sans hésitation. La galaxie ne respecte que la force. Nous lui donnerons la force. Il n'y avait ni dissidence, ni illusion. La domination de la Terre serait un empire de fer, où elle serait réduite en cendres. Ainsi, la boucle était bouclée. Autrefois rejetée, méprisée, sommée de s'agenouiller, l'humanité avait rejeté la diplomatie, et désormais, elle régnait sur les étoiles.